31 décembre 1999, 23h59. Le monde est à l'arrêt, persuadé que le changement de millénaire provoquera le plus grand bug de l'histoire. Le bug de l'an 2000, ou de son petit nom, le bug Y2K. Oh no, it's happening. Alors, je vais pas vous spoiler, mais finalement, il s'est rien passé. Mais c'est pas la première fois que les années 2000 sont au centre des préoccupations. En fait, cela fait déjà des décennies qu'elles nourrissent tous les fantasmes. 2000, c'est le futur, là où tout sera possible, le chômage sera éradiqué, le cancer aussi. Des voitures voleront dans le ciel et on pourra partir en vacances sur la Lune. T'es content, toi, de vivre l'an 2000? Oui. Que tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans en l'an 2000. Ouais, c'est ça. Hein? Comment ça va être? Tout aura changé déjà. Bon, désolé de vous décevoir mes chers ancêtres, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Les années 2000 ont bien changé la face du monde, mais pas comme on s'y attendait. Alors je vous propose de partir en voyage et de remonter le temps dans la capsule temporelle qu'est cette vidéo. Accrochez-vous, on remonte de 20 ans. Téléphone du futur ou dernier gadget à la mode, chacun se fera son idée. On est des tubes, on n'est pas des pauvres, mais on a tout. Harry Potter est décidément un filon en or. Pour comprendre les années 2000, il faut s'attarder sur l'événement qui va tout changer dès le début. Il était 8h56 à New York. Un Boeing vient de percuter le World Trade Center. L'horreur de cet attentat va profondément impacter les années à venir. Et je vais pas en parler en détail, mais ça peut s'expliquer par deux facteurs. D'abord, les Américains se croyaient intouchables, la guerre et les tensions paraissaient super lointaines, donc évidemment ça les a énormément choqués. Et ensuite parce que cet attentat va entraîner un cycle de violence et des répercussions qui se font encore sentir aujourd'hui. Ce changement va particulièrement se voir dans la musique. D'un côté, la désillusion et la douleur vont devenir des thèmes récurrents, comme par exemple dans la chanson Song for the Lonely de Cher, qui était dédiée à tous ceux qui ont été impliqués ou affectés par le 11 septembre. Ou alors la fameuse chanson American Idiot de Green Day, un titre emblématique très représentatif de la vie des adolescents dans les banlieues et de la désillusion d'une génération. Bah oui, il y a de quoi être déçu. Depuis le temps qu'on en parle des années 2000, non seulement le chômage existe toujours, mais en plus, on crée des nouvelles guerres. Bravo. Bon, je vous rassure, il y a un autre penchant à cette attaque, peut-être le plus marquant. L'espoir. Hors de question de passer la décennie à se lamenter. Et je reviens sur la musique qui est, je pense, hyper intéressante pour comprendre l'évolution d'une société. On va se retrouver avec un mix de genres et de styles sans précédent. On a aussi bien la montée du rap et du hip-hop qui devient omniprésent avec Kanye West ou Eminem, mais aussi des artistes émergents et émergentes comme Lady Gaga ou Kelly Clarkson. Ce qui montre à quel point il y a de la place pour tout le monde, pour parler de ce que vous voulez, comme vous le voulez. C'est le reflet d'une époque en pleine mutation qui mélange les genres et aborde des questions sociétales tout en s'autorisant à être créatif et à exprimer son point de vue. Et ce courant-là, il se ressent aussi dans les vêtements. Alors là, nous, on a l'habitude. Mais c'était quand même quelque chose, la mode de l'époque. On a une sorte de mélange de mode passée des années 60, 70 et 80 pour créer un style unique et coloré qui permet vraiment à chacun de jouer avec. On reprend les grands classiques et on les modernise. C'est un véritable territoire de liberté. De liberté pas très jolie. Parfois, oui, c'est vrai, mais c'est facile à juger maintenant, voilà. En plus, c'est quand même le moment où la fast fashion émerge, ce qui fait qu'on commence à surconsommer nos vêtements, et donc qui dit plus de vêtements, dit plus de possibilités. Voilà, pour le meilleur comme pour le pire. Les années 2000, c'est le moment de se réinventer, de regarder vers le futur et de garder le cap. Parce que oui, peut-être que tout n'est pas parfait, mais dans l'ombre, une révolution vient d'avoir lieu. Et elle aussi va changer la face du monde. Et je ne sais pas pourquoi je prends cet air un petit peu mystérieux. Quand il s'agit de parler des évolutions technologiques des années 2000, on ne sait plus où donner de la tête. Ce sont des années extrêmement riches en nouveautés. Il y a clairement un avant et un après. Bon, comme vous comptiez pas regarder une vidéo de moi pendant 1h30, je suis sympa, j'ai fait pour vous.
un petit résumé de 5 grosses innovations qui ont tout défoncé sur leur chemin. Le plus évident, c'est Internet. On arrive à l'ADSL et à un accès généralisé à Internet, que ce soit chez soi pour les plus chanceux ou dans son école et dans les cybercafés. 2 ordinateurs avec une configuration équivalente. À gauche, le PC est équipé du système ADSL. Le téléchargement d'une page web dure 3 secondes. Une véritable fenêtre sur le monde s'ouvre et clairement, elle ne va absolument pas se refermer. Deuxième évolution, les réseaux sociaux. Et ça tombe très bien, parce que justement, les années 2000, c'est l'envie d'exprimer à quel point on est unique. Leur émergence tombe donc à pic. On s'envoie des oui sur MSN, on partage notre vie, pas facile, hein, sur notre Skyblog, puis sur Facebook, et on donne notre avis hautement important sur Twitter. Ces plateformes ont bien sûr transformé nos interactions sociales, mais aussi le marketing, la communication et le partage d'informations. Lié à ça, on a aussi l'arrivée massive des plateformes de streaming. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'elles n'étaient pas toujours légales. Mais quand même, c'est le début de YouTube et de Spotify. La manière dont les gens consomment la musique et les vidéos a été radicalement transformée. Et du coup, ça facilite l'accès à une diversité de contenus jamais vus auparavant. Ça donne aussi une chance à des créateurs de tous les horizons de partager leur travail et leur vision du monde à une plus large audience. 4e révolution, les smartphones. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que je pense que tout le monde voit ce que c'est. J'espère, je pense. Mais voilà, l'arrivée de l'iPhone en 2007 va tout casser sur son passage. 18h30 sur les Champs-Élysées, plus de 2000 personnes, Pour un téléphone, baladeur musical, album photo que l'on feuillette grâce à un écran tactile et l'accès à Internet illimité. Même le PDG de France Télécom s'amuse à jouer les démonstrateurs. C'est comme si vous aviez une peau élastique, vous tirez dessus, ça l'agrandit. Et je vais finir sur un dernier point technologique que je trouve hyper important, ce sont les jeux vidéo. Les années 2000 ont été témoins d'une croissance explosive de l'industrie du jeu vidéo avec des consoles comme la PlayStation 2, la Xbox ou la Wii. Les progrès techniques ont été exponentiels et ont non seulement amélioré la qualité graphique et narrative des jeux, mais ont aussi aidé à établir le jeu vidéo comme un pilier de la culture populaire. Bon, qu'est-ce que ça nous amène au temps d'évolution ? Eh bien, ça crée un mouvement futuriste très ancré dans la culture. On le retrouve encore une fois dans les vêtements, avec la mode futuriste de l'an 2000 qui se caractérise par des couleurs métalliques, des hauts en maille et des cheveux teints couleur néon. Il va aussi inspirer bon nombre d'artistes, notamment dans le design. On peut ressentir le futur dans la pochette de Mechanical Animals de Marilyn Manson, dans les thèmes abordés de Matrix et la typo de Seven. Cette dualité de culture et de vision, le désespoir et le cynisme, le sentiment de vivre dans le futur, tout cela va impacter les tendances, la mode, la musique, la littérature et les interactions sociales pour créer la pop culture des années 2000. Que dis-je ? Le Y2K. Les années 2000, c'est les iPod Nano de toutes les couleurs, le début de la Star Academy, Code Lyoko à la télé, les petits Philotubes, les Tamagotchi, Weekend de Laurie, les feuilles Diddle sur lesquelles on n'écrivait pas, Zelda et Nintendo sur la DS, les jouets dans les Happy Meal, les cours d'informatique sur le vieil ordi du CDI. Une époque où on osait la couleur, l'écriture abrégée et les mèches. L'essor d'Internet et du streaming va permettre l'émergence d'une culture inédite, novatrice, parce que ces nouveaux moyens de partage, d'affirmer ce qui nous rend uniques, nous fait croire que tout est possible. En France, on a des chanteurs qui sortent de nulle part et qui peuvent enfin partager et produire leur musique. Je pense bien sûr à Toi plus moi de Grégoire, que j'ai chanté pendant des semaines, en boucle. Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Mais je voudrais m'attarder sur un aspect dont on n'a pas vraiment parlé depuis le début de cette vidéo, et qui là aussi a eu un impact encore très visible aujourd'hui. Et peut-être que pour certaines personnes, genre moi, ça a changé leur vie. Phénomène Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ou dans Harry Potter. Bon, j'étais une fan incontestable d'Harry Potter. J'ai lu les livres au moins 5 fois chacun. J'ai acheté aussi tous les livres dérivés. J'ai fait la queue pendant des heures pour avoir des bonnes places au cinéma quand un opus sortait. J'ai fabriqué mes propres baguettes avec des branches du jardin de chez mes grands-parents. J'ai recensé tous les sorts de tous les livres sur un document Word pour pouvoir les apprendre. Tout ça pour ne jamais recevoir ma lettre pour Poudlard.
Souvenir douloureux. Oui, les années 2000 marquent le début de grandes licences qui repoussent les limites de l'imaginaire et du possible. J.K. Rowling qui écrit dans un train et décide de créer un livre pour enfants à l'univers complexe et sombre qui se fait refuser par une dizaine d'éditeurs avant de devenir la saga la plus lue de tous les temps. Jolie histoire. On adapte les romans de 1000 pages de Tolkien au cinéma dans Le Seigneur des Anneaux, on ose les effets spéciaux et les histoires de super-héros dans Spider-Man, et puis, puisque tout est possible, pourquoi ne pas fabriquer un univers de toutes pièces, en 3D, un décor riche qui sensibilise aux sujets environnementaux dont tout le monde se fout à l'époque, et imaginer comme ça changer la face du cinéma pour toujours. Bah oui, sortons Avatar. Il se passe aussi des choses côté petit écran. On sort des séries iconiques qui définissent les genres, comme Friends pour les sitcoms, Skins pour le drama adolescent, Breaking Bad qui, vers la fin des années 2000, commence à donner de sacrées lettres de noblesse au format série télé. C'est aussi l'explosion de la télé-réalité, où plus rien n'est privé et on encourage des cultes de la personnalité et l'émergence des pop stars. Juste en fait une personne comme toutes les autres, les gens ont réussi à s'identifier à moi, je pense, par le biais de l'écran. Sinon c'est tout, juste les adolescentes voudraient être un petit peu comme moi. On a envie d'être connu, d'être vu, de sortir du lot. On crée une jeunesse décomplexée qui se permet tout. On se rappelle de la fameuse affaire de Loana dans la piscine. Prends-moi tout entière. J'ai froid, moi, honnêtement, j'ai très chaud. Mais voilà, ça encourage aussi un culte de l'apparence assez pervers. On peut sans souci demander le poids d'une chanteuse sur un plateau télé, ou carrément si elle est vierge. Oui, cette séquence a existé. Est-ce que, comme Britney, vous avez fait vœu d'être vierge jusqu'au mariage? Ah, ça ne vous regarde pas. Belle époque, ouais. Ouais. Il faut être mince et jolie, répondre aux critères de beauté de Britney Spears et Avril Lavigne. On n'est pas pudique, on étale nos états d'âme sur Facebook et on suit la vie tumultueuse. Tumultueuse, mais c'est vrai. On n'est pas pudique, on étale nos états d'âme sur Facebook et on suit la vie tumultueuse de nos stars préférées dans Oups. Sur les réseaux sociaux, on se moque de ceux qui nous ressemblent pas, ou au contraire, on trouve des personnes qui partagent nos centres d'intérêt et on se fait des amis sur Abo. Les années 2000, ce sont les prémices de notre culture à nous. On a eu accès à beaucoup de choses, beaucoup trop vite, et on a été dépassés. Certes, mais on a aussi créé des mélanges intemporels. Qu'est-ce qui caractérise la pop culture Y2K? La désillusion, le futur ou l'espoir? Eh bien, c'est un peu de tout. C'est un cocktail unique, encore très marqué dans nos mémoires, tout simplement parce que, pour beaucoup d'entre nous, il nous ramène à une époque d'insouciance où on pouvait encore s'émerveiller de tout. Et c'est sûrement pour cette raison que les tendances 2000 reviennent en force ces dernières années. Dans les années 2000, tous les logos étaient colorés, arborant des contrastes osés et des polices originales. Puis, petit à petit, tout s'est standardisé. Les logos et nos designs ont perdu leur couleur vive. Ils sont devenus plus plats, plus luxe. Et puis enfin, depuis peu de temps, la couleur revient. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien parce que je trouve que c'est très représentatif de ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, ça existe depuis toujours. Les courants artistiques et les tendances se répondent d'une décennie à l'autre. Par exemple, l'originalité de l'art nouveau du début du XXe siècle vient en réponse à l'austérité de l'industrialisation de la fin du 19e. Dans les années 2010, on a commencé à effacer les exubérances de nos tenues, de nos intérieurs, de nos pubs, de nos films. La mode était au simple, au carré, à la sobriété. Les années 2020 vont nous faire rebasculer. Le Covid nous réveille. On veut vivre, se reconnecter aux autres, à la nature, à nous-mêmes. On en a marre de la standardisation de la culture, on veut s'exprimer, s'amuser, faire du bruit finalement. Je vous le donne en mille. Quelle culture renaît de ses cendres? Ah, les années 2000, bien sûr. Je vois que vous suivez. On se réapproprie les codes et on les redéfinit. On les adapte à notre vision du monde. On les fait évoluer dans un monde plus pessimiste, certes, mais aussi plus alerte sur les autres et sur les différences à l'heure de l'écologie et de la représentation des corps. C'est le retour des croc-tops, des pantalons cargo, des lacets à motifs, du denim sur denim, des accessoires oversize, des chaussures à plateforme et des logos visibles. Ces tendances 2000 auxquelles on a apporté un vent contemporain sont bien sûr teintées de nostalgie. Alors que pourtant la génération Z a à peine connu cette époque. C'est un effet qui arrive très régulièrement, l'idéalisation d'une époque que l'on n'a pas vraiment vécue. Et les années 2000, c'est ça, un retour à l'essentiel, à une ère d'expérimentation décomplexée et optimiste. D'autant plus qu'Internet et les réseaux sociaux continuent de faire vivre cette culture. On écoute toujours les chansons des années 2000, on a les mêmes références d'Astérix et Obélix, et on voit apparaître des reboots de grands classiques comme Gossip Girl ou How I Met Your Mother. Gossip Girl. Cette culture, on la retrouve partout.
Au cinéma, dans les séries, dans la pub, même dans les filtres à la mode sur TikTok ou Insta, où on réintègre le design rétro-futuriste. Parce qu'on vit pas dans un monde beau et léger, on crée d'autres réalités, on s'évade dans un monde parallèle, brillant, immatériel et futuriste, coloré, arrondi. Est-ce qu'on serait pas en train d'entrer dans une ère plus optimiste, moins conformiste, prête à accueillir de nouveaux imaginaires et de nouveaux outils, comme l'IA par exemple? Et qui sait, sûrement, on parlera bientôt de la nostalgie des années 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai vraiment adoré écrire. J'espère qu'elle vous a plu à vous aussi. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, ça fait du bien, je vous assure. Et moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!